Bonjour à tous, et bienvenue sur Curious History, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'histoire et des mystères du monde. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une catastrophe qui a bouleversé des milliers de vies et marqué l'histoire de la volcanologie. L'éruption de la montagne Pelée en 1902. Imaginez une ville entière rayée de la carte en quelques minutes seulement. Une cité prospère, animée où les habitants vaquaient à leur occupation sans se douter que leur destin allait basculer tragiquement. C'est ce qui est arrivé à Saint-Pierre, en Martinique, le 8 mai 1902. Ce jour-là, une nuée ardente dévastatrice s'est abattue sur la ville, anéantissant plus de 30 000 vies et laissant derrière elle un paysage de désolation absolue. En l'espace de quelques instants, ce qui était considéré comme la capitale culturelle de la Martinique n'était plus qu'un amas de ruines fumantes. D'ailleurs, cette tragédie est devenue l'une des catastrophes volcaniques les plus meurtrières du XXe siècle, marquant durablement les esprits. Mais ce qui rend cette histoire encore plus dramatique, ce sont les événements qui l'ont précédée, les signes avant-coureurs ignorés, les mauvaises décisions politiques et les erreurs d'évaluation scientifique qui ont condamné la population à une fin tragique. La population aurait-elle pu être sauvée si les autorités avaient pris d'autres décisions? Et les circonstances qui ont mené à ce désastre étaient-elles inévitables? Dans cette vidéo, nous allons revenir en détail sur cette éruption historique, comprendre pourquoi cette catastrophe fut aussi meurtrière et découvrir les leçons que le monde scientifique en a tirées. Notre histoire commence en Martinique, plus précisément dans la ville de Saint-Pierre. Située en bordure de sa rade, bien protégée, cette cité s'étendait sur environ 3 km de long et 400 mètres de large, au pied du flanc sud-ouest de la montagne Pelée. Entourée de plusieurs hameaux et villages, elle se trouvait directement exposée aux effets des éventuelles éruptions volcaniques de la région. Mais Saint-Pierre n'était pas une ville ordinaire en Martinique. Surnommée le Petit Paris des Antilles, elle occupait une place centrale dans la vie économique et culturelle de l'île. Bien qu'elle ait perdu son statut de chef-lieu en 1692, elle avait conservé son rayonnement jusqu'à la tragique éruption de 1902. À cette époque, la ville abritait alors une cathédrale majestueuse, un théâtre, un lycée, un hôpital, une prison, une chambre de commerce, des consulats étrangers et même un journal local intitulé Les Colonies. Par ailleurs, son port joue un rôle crucial dans l'économie locale. Bien que constitué d'un simple mouillage dans la rade à environ 100 mètres du rivage, il accueillait de nombreux navires marchands venus du monde entier. Ces derniers y chargeaient principalement du sucre et du rhum, deux richesses majeures de l'île. Toutefois, alors que cette ville se développait lentement mais sûrement, cette prospérité cachait une immense menace. En effet, la montagne Pelée, située à l'extrémité nord de la Martinique, surplombait la ville. Ce stratovolcan gris calco-alcalin s'élevait à 1397 mètres d'altitude et s'étendait sur près de 120 km². Ses flancs, striés d'un réseau dense de ravines, facilitaient d'ailleurs les coulées volcaniques en cas d'éruption. Une d'entre elles, surnommée la rivière Blanche, partait de l'étang sec, situé au sein de la demi-caldeira du volcan, et se jetait directement dans la rade, au nord de Saint-Pierre. Mais si l'activité de la montagne Pelée était généralement modérée, elle n'en restait pas moins redoutable. En effet, son dynamisme magmatique pouvait se montrer extrêmement violent et difficile à prévoir. Pour comprendre les dangers de ce volcan, il est pertinent d'identifier son magma qui est composé d'andésite, qui est une roche volcanique de type calco-alcaline bien spécifique, de labradorite, une sorte de silicate, et d'hyperstène, un autre minéral de la famille précédente. Le mélange de ces minéraux lors d'une éruption volcanique est à la fois très gazeux et très visqueux. De fait, cela est donc propice à la formation d'une nuée ardente lors d'explosions violentes. De plus, les pluies de condensation et la vidange des temps temporaires pouvaient entraîner des lahares destructeurs. Un lahar étant ici une coulée de boue d'origine volcanique en indonésien. En d'autres termes, chaque éruption pouvait engendrer une série de phénomènes dangereux et imprévisibles. Mais revenons sur notre catastrophe de Saint-Pierre, voulez-vous. En 1889, l'éruption débute par des fumerolles intermittentes au lieu dit de l'étang sec, suivie en février 1902 d'une intensification des émissions de gaz sulfhydrique, la fameuse odeur d'œuf pourri caractéristique du soufre, qui pourtant ne suscita pas d'inquiétude immédiate au sein des habitants de cette partie de l'île. Dès le 22 avril, des signes avant-coureurs tels que la rupture du câble télégraphique sous-marin vers la Guadeloupe prouvèrent de fait des glissements géologiques violents et des séismes sur l'île. Par la suite, la situation s'aggrava rapidement avec des grondements souterrains, des pluies de cendres et la montée progressive d'un cône de pyroclastite au bord de l'étang sec, à savoir l'érection d'un volcan en direct jour après jour au nez des habitants. Malgré ces signes, l'inquiétude restait modérée jusqu'à ce que, le 5 mai, une série d'événements dramatiques frappe la région. Des coulées de boue ensevelirent l'usine Guérin, provoquant un tsunami qui inonda les quartiers bas de Saint-Pierre et coupa toutes les communications télégraphiques avec les îles voisines.
Le 6 mai, un dôme immense continua de se former dans la caldeira de l'étang sec, marquant le début d'une nouvelle phase d'éruption avec des pluies torrentielles et des lahares envahissant toutes les ravines. Enfin, dans la nuit du 7 au 8 mai, une explosion cataclysmique provoqua des coulées de boue causant la mort de 400 personnes au lieu-dit du Prêcheur, quelques heures à peine avant le paroxysme qui allait anéantir la ville de Saint-Pierre. Ainsi, alors que la situation semblait encore sous contrôle, malgré des signes plus qu'inquiétants, les jours précédant l'éruption du 8 mai 1902 allaient s'avérer décisifs dans le bilan de cette catastrophe. Revenons encore une fois un peu en arrière. Les précédentes éruptions phréatiques de 1792 et de 1851 à 1854, bien que connues des habitants de la Martinique, étaient principalement perçues comme de simples curiosités naturelles et n'avaient pas provoqué de victimes. Cette perception persista jusqu'au 27 avril 1902, date du premier tour de l'élection législative. Comme nous l'avons vu, dès le 2 mai, les événements préoccupants se multiplièrent. Cependant, en pleine période électorale, les autorités tenaient à temporiser la situation afin de maintenir le second tour des élections, prévu lui pour le 11 mai. Dans ce contexte, les notables de Saint-Pierre se divisèrent entre partisans et opposants à une évacuation de la ville, souvent selon leurs préférences politiques d'ailleurs. C'est dans ce contexte de corruption et de trafic d'influence que le journal de la ville de Saint-Pierre, Les Colonies, choisit de ne publier aucun article alarmant sur l'activité du volcan. Le 3 mai, le gouverneur Louis Moutet inspecta la ville, plaça la garnison en état d'alerte et constata une recrudescence des confessions dans les églises. Ce même jour, il nomma une commission de scientifiques pour évaluer la situation. Cependant, ces experts inexpérimentés en volcanologie ignoraient totalement le phénomène des nuées ardentes, qui allait pourtant jouer un rôle clé dans la catastrophe à venir. Le 4 mai, le gouverneur informa les autorités de Paris que tout était sous contrôle et demanda des instructions auprès de la métropole. Mais au vu de la recrudescence des signes d'instabilité de la région, une excursion prévue par des scientifiques mandatés par Paris sur le volcan fut annulée. Le 5 mai, la destruction de l'usine Guérin provoqua un début de panique. Le gouverneur effectua une nouvelle inspection et forma une nouvelle commission d'études. Dans le même temps, de nombreux habitants des alentours même du cône en formation affluèrent vers Saint-Pierre pour trouver refuge, la ville étant le carrefour des transports pour se déplacer sur l'île. Le 6 mai, les coupures d'électricité et les pénuries alimentaires aggravèrent la situation. En effet, de nombreuses routes et câbles électriques se retrouvaient bien souvent détruits ou effondrés à cause des différents glissements de terrain et autres coulées de boue qui sévissaient de plus en plus sur les flancs de la montagne. Malgré les tensions, l'ordre fut maintenu par les soldats tant bien que mal, et le maire tenta de rassurer la population. Certains habitants, tentant de fuir vers Fort-de-France, furent même refoulés par les autorités dans les banlieues de la ville. Le 7 mai, le journal Les Colonies publia son dernier numéro, consacré à l'éruption et aux élections, ne pouvant cacher ce que tout le monde savait déjà. La commission scientifique rendit alors un rapport apaisant affirmant que l'éruption attendue ne serait pas plus grave que celle de 1851, dans l'objectif de minimiser et apaiser la situation. Pour rassurer les habitants, le gouverneur de l'île revint même en ville accompagné de son épouse. Malgré cette volonté de calmer les esprits, les autorités interdirent aux navires d'appareiller et donc de quitter le port de Saint-Pierre. Seul le navire napolitain Orsolina prit la mer avant la catastrophe, son capitaine ayant défié les douaniers en leur lançant cette phrase prémonitoire « Qui va m'empêcher de quitter ce port? Vous, demain, vous serez tous morts. » Et en effet, ce pauvre diable ne croyait pas si bien dire. Le jeudi 8 mai, jour de l'Ascension, une violente explosion se produisit dans le cratère du cône de l'étang sec, dont le flanc avait déjà été largement érodé par la coulée de boue du 5 mai. Un souffle extrêmement puissant, suivi en seulement 3 minutes par un immense nuage pyroclastique, immensément dense et brûlant, se forma sur la montagne. La nuée ardente venait d'apparaître sous le regard médusé des habitants. Ce nuage, coincé au nord et à l'est par la falaise de la caldeira et le dôme, emprunta le seul chemin qui lui restait afin de s'évader, à savoir la brèche de l'étang sec, et se dirigea donc vers la vallée de la rivière Blanche, avec la ville de Saint-Pierre en bout de course. Dévalant à plus de 500 km/h, il frappa la ville de Saint-Pierre à 7h52, la détruisant en moins de 2 minutes, galopant jusqu'à la mer en incendiant les quais et pulvérisant les navires se trouvant dans la rade. L'explosion du bouchon volcanique entraîna l'embrasement en même temps que l'explosion du cratère, et une onde de choc atmosphérique supersonique se déplaça à environ 450 mètres secondes. La chute soudaine de la pression atmosphérique par dérèglement soudain dû à la libération d'énergie du volcan provoqua une épaisse émulsion brûlante d'environ 1000 degrés. Composée de gaz, d'eau et de fragments solides en suspension, le tout s'échappant d'une ouverture située au pied du dôme. Ce phénomène produisit un immense panache noir en forme de champignon atteignant plus de 4 km de hauteur, visible à plus de 100 km à la ronde. Ce panache s'effondra rapidement et la nuée descendante, concentrée sur la rivière Blanche, coucha sur son passage une vaste zone triangulaire délimitée par l'étang sec, le Prêcheur et Saint-Pierre sur une surface de plus de 40 km². Elle s'arrêta à plus de 1500 mètres du rivage dans la rade. Les incendies et les coulées de boue qui suivirent ce phénomène aggravèrent encore plus ces destructions. Selon les estimations, 30 000 victimes périrent dans la catastrophe.
Selon leur emplacement dans la zone dévastée par la nuit ardente, elles succombèrent à l'onde de choc atmosphérique, à l'inhalation de gaz brûlants, à de graves brûlures, à des chutes de blocs volcaniques ou à l'effondrement des bâtiments. Comme dit plus haut, cette tragédie est considérée comme la catastrophe la plus meurtrière du XXe siècle en France et l'éruption volcanique la plus dévastatrice au monde depuis celle du Krakatoa en 1883, dont nous parlerons lors d'un prochain épisode. Les premiers secours en provenance de Fort-de-France arrivent à l'entrée de la rade à 12h30, mais en raison de la chaleur intense, ils ne peuvent y pénétrer qu'à 15h. Ils parviennent alors à secourir des marins et passagers du navire marchand Roraima, puis d'autres navires en feu au mouillage dans la rade. Après la destruction dévastatrice de la ville, les secours s'organisent et quelques rares survivants qui ont échappé à la catastrophe sont retrouvés, offrant ainsi des témoignages poignants de l'événement. Ainsi, à Saint-Pierre, parmi les décombres de la zone urbaine dévastée par la nuit ardente, seuls 3 rescapés furent recensés. Louis-Auguste Siparis, un ouvrier de 27 ans qui était enfermé dans le cachot de la prison de Saint-Pierre, après avoir été impliqué dans une altercation meurtrière dans un bar. Le cachot, doté de murs épais et d'une petite ouverture opposée au volcan, le protégea du souffle de la nuit ardente ainsi que des flammes. Il fut libéré le 11 mai. Bien qu'il ait subi de graves brûlures, il survécut, fut gracié et devint célèbre lors d'une tournée aux États-Unis avec le cirque Barnum and Bailey, où il fut présenté comme l'homme qui a vécu le jour du jugement dernier. Un autre survivant, Léon Compère, surnommé Léandre, un jeune et robuste cordonnier, résidait dans un bâtiment à murs épais, en périphérie de la zone dévastée. Les murs s'effondrèrent sur lui, mais il put survivre jusqu'à l'arrivée des secours qui entendirent ses complaintes. Avivra Daifril, une petite fille, échappa de justesse à la catastrophe en se réfugiant dans une grotte marine avec la barque de son frère. Elle fut recueillie en mer plusieurs jours plus tard par le navire Suchet. Par ailleurs, au mouillage dans la rade, sur le Roraima, et d'autres navires en feu, des marins et passagers furent secourus par le Suchet et le Belém. La majorité perdit cependant la vie à quai, des suites de leurs blessures, mais une vingtaine d'entre eux survécurent. Mais alors que les rescapés tentaient de se reconstruire, l'aide humanitaire affluait de toutes parts pour venir en aide aux victimes de la catastrophe. La majorité des 22 000 rescapés des communes avoisinantes se réfugièrent à Fort-de-France, où ils furent confrontés à une grande précarité et à une insécurité croissante du fait de la situation d'urgence de l'île. Le gouverneur intérimaire décida de les renvoyer chez eux dès le 5 août 1902, mais les routes vers le nord étaient impraticables. Pour les inciter à repartir, il annonça qu'aucune aide en nature ne leur serait fournie après le 15 août. Dès le 13 mai 1902, un comité officiel d'assistance et de secours aux victimes fut créé, et le ministre des colonies ouvrit une souscription nationale. Des événements de bienfaisance furent donc organisés pour venir en aide aux sinistrés, comme celle d'Orléans du 6 juillet 1902. Lors de sa dissolution en 1904, le comité avait récolté près de 10 millions de francs or. À l'étranger, les États-Unis, les plus proches des Antilles, furent les premiers à intervenir. Le président Theodore Roosevelt fit voter par le Congrès un crédit de 200 000 $, soit environ 1 million de francs or de l'époque, pour l'achat de 1250 tonnes de vivres, médicaments et autres fournitures transportées par le croiseur Dixie, qui partit de New York le 14 mai et arriva le 21 mai sur place. Un crédit supplémentaire de 300 000 $ fut ensuite alloué pour venir en aide aux sinistrés. En Europe, des pays comme le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Russie participèrent également à l'effort humanitaire, avec une contribution moyenne de 5 000 $ chacun. Après la dévastation du 8 mai, l'activité volcanique se poursuivit pendant plusieurs mois, avec de nouvelles nuées ardentes qui frappèrent la région à intervalles réguliers. Ainsi, entre le 8 mai et le 30 août, pas moins de 8 nuées ardentes se produisirent, suivies de plusieurs autres, de moins en moins violentes, totalisant une 60aine jusqu'à la fin de l'année 1903. L'épaisseur des couches de cendres qu'elles ont laissées a même dépassé à certains endroits les 3 mètres. Le 20 mai, une éruption plus violente que la première se produisit, recouvrant toute l'île de cendres. Les destructions partielles des bâtiments qui tenaient encore debout jusqu'à présent furent alors achevées, et quelques victimes, principalement des pillards, furent à déplorer parmi les décombres. Cette éruption fut appelée par certains l'éruption sanitaire, car les cendres empêchèrent la décomposition des cadavres de la ville. Le 26 mai, le 6 juin et le 9 juillet, des nuées similaires se produisirent bien que plus faibles. Mais alors que l'éruption volcanique commençait à se calmer, les gens ont commencé à chercher les responsables parmi les hommes. En réalité, le lourd bilan humain ne résulte pas uniquement de cet événement naturel, mais aussi d'une série de décisions humaines qui ont exacerbé la tragédie, comme nous avons commencé à l'entreapercevoir. Pour ce faire, il faut comprendre que, comme pour toutes les catastrophes dites naturelles, celles-ci découlent de 2 causes. Une naturelle, la nuée ardente irrépressible avec des effets inévitables qui n'auraient pu causer que des dommages écologiques et matériels, et une humaine, la décision de ne pas évacuer la ville et d'empêcher le départ des navires à l'ancre, ce qui mena à la mort de la population ainsi que des marins et passagers de la ville de Saint-Pierre et de sa région. Il était évidemment connu que les éruptions volcaniques pouvaient entraîner des catastrophes, et leurs effets avaient déjà été observés lors d'événements comme ceux du Vésuve,
du lac Aguicar en 1783 ou du Krakatoa en 1883 pour ne citer que. Cependant, presque rien n'était su sur le déroulement exact ainsi que sur la nature et la contingence des événements menaçant la sécurité de l'île à cette époque. Le 7 mai, à 150 km au sud de l'île, une nuée ardente de la soufrière de Saint-Vincent, en éruption à ce moment-là, avait fait près de 2000 victimes malgré l'évacuation des populations exposées. À Saint-Pierre, les autorités et en particulier le gouverneur Louis Moutet, en poste depuis 1901, étaient donc bien informés de ce risque, mais n'ont pas tiré les enseignements nécessaires de cette tragédie. Les géologues et journalistes américains, arrivés sur place le 21 mai à bord du Dixie, furent d'ailleurs sidérés par l'ampleur des destructions. Risque naturel inconnu sous-estimé ou négligé, quoi qu'il en soit, il est clair que c'est pour garantir le bon déroulement du second tour des élections législatives que les autorités politiques et administratives ont empêché l'évacuation de Saint-Pierre, une décision humaine qui a directement conduit à cette catastrophe humanitaire. Les conséquences de cette catastrophe furent donc d'une ampleur considérable, modifiant profondément la structure sociétale de la Martinique, tout en entraînant des transformations majeures dans le domaine scientifique. Les répercussions sur la vie sociale, politique et économique furent colossales. Fort-de-France, déjà chef-lieu administratif, devint la principale ville de l'île, tandis que Saint-Pierre se résuma à un grand village agricole. L'orphelinat de l'Espérance fut créé à Fort-de-France pour accueillir de nombreux enfants orphelins, et une partie de la population sinistrée fut relogée dans d'autres villes de la Martinique, sur la côte nord atlantique et au sud de l'île. D'autres partirent pour la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Trinidad, la Guyane, le Panama ou même le Venezuela. Saint-Pierre, quant à elle, retrouva son statut de commune en 1923 et commença ainsi à renaître de ses cendres, sans vilain jeu de mots. La ville fut progressivement reconstruite avec des symboles comme la réplique de la Chambre de commerce, devenue une antenne locale de la Chambre du commerce et de l'industrie de la Martinique. En 1990, la ville fut labellisée Ville d'art et d'histoire, ce qui contribua à l'essor du tourisme, notamment la plongée, grâce à la présence d'épaves de navires dans le port à la suite de l'éruption. Sur le plan scientifique, cette catastrophe marqua un tournant dans le développement de la volcanologie. Avant cet événement, la volcanologie était une branche mineure de la géologie, mais elle devint une discipline à part entière à la suite des nombreuses observations effectuées sur place par les géologues. Et pour cause, le 21 mai, en même temps que les premiers secours, le croiseur Dixie apporta plusieurs géologues avec lui. Lacroix arriva par exemple le 23 juin et repartit début août, mais aucun d'eux n'avait assisté à une nuée ardente et leurs interprétations furent variées. Lacroix revint sur place et il put enfin observer plusieurs nuées jusqu'en mars 1903. Grâce à cela, il en donna une description détaillée de leur forme et comportement, expliquant l'origine et la dangerosité de ces phénomènes. Son rapport, nommé sobrement « La montagne pelée et ses éruptions », fut le premier document scientifique de volcanologie publié pour le grand public. Enfin, l'éruption eut un impact dévastateur sur la nature. La végétation et la faune furent largement anéanties dans la zone affectée par les nuées successives, et l'on attribue souvent à cet événement la disparition du rat musqué de la Martinique, une espèce endémique de l'île qui s'éteignit durant cette période. La tragique éruption de la montagne pelée a donc laissé une empreinte indélébile sur la Martinique, et c'est à travers les nombreux vestiges qui subsistent aujourd'hui que la mémoire de la catastrophe continue de vivre. À Saint-Pierre d'abord, un monument a été érigé derrière la cathédrale reconstruite pour rendre hommage aux victimes de l'éruption, servant de lieu de recueillement pour les Martiniquais et les visiteurs. Plus symbolique encore, la statue de Franck Perret, située à l'entrée sud de la ville, rappelle le travail du volcanologue qui a étudié avec minutie l'éruption et ses conséquences, contribuant ainsi à la naissance de la volcanologie scientifique. La ville de Saint-Pierre abrite également plusieurs musées dédiés à la mémoire de cette tragédie. Le musée Franck Perret, installé dans l'ancien palais de justice, présente des objets, des photographies et des témoignages qui illustrent l'ampleur des destructions et de l'horreur de l'éruption. À proximité, la Maison des Volcans offre une exposition complète sur la volcanologie incluant des articles de journaux et des photographies historiques permettant ainsi aux visiteurs de mieux comprendre le phénomène volcanique et son impact. Saint-Pierre, aujourd'hui marqué par la mémoire de la catastrophe, conserve parmi ses ruines des vestiges les plus emblématiques de la ville. La rue Levasseur, déblayée de cendres sur plus de 3 mètres d'épaisseur, les ruines du théâtre dont seuls les escaliers, le dallage et quelques pans de murs subsistent, et l'église du fort, conservée dans son état de destruction, sont autant de symboles poignants de la catastrophe sur la ville de l'époque. Le cachot du survivant Siparis, dont les murs épais ont permis aux prisonniers d'échapper à la mort, est un autre témoignage émouvant, tout comme les ruines de l'asile Bethléem, qui ont survécu à la catastrophe. Les épaves des navires coulés dans la rade de Saint-Pierre comme le Roraima et le Biscaye constituent un site archéologique sous-marin de grande valeur, attirant plongeurs et chercheurs du monde entier. Ces épaves, reposant à plus de 100 mètres de fond, sont devenues des témoins silencieux de la tragédie. Enfin, les ruines de la ville et les épaves ont été proposées pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Bien que la décision n'ait pas encore été prise à l'heure actuelle, cette démarche témoigne toutefois de l'importance de préserver ce site unique, qui est devenu un lieu de mémoire vivant, tout en symbolisant la résilience et le renouveau de la Martinique après cette catastrophe dévastatrice. Ces monuments, musées et ruines, ne sont pas seulement des vestiges du passé, ils incarnent l'histoire de la Martinique et rappellent aux générations futures la force de l'esprit humain face à la tragédie et à la nature. Finalement, l'éruption de la montagne Pelée du 8 mai 1902 demeure l'une des catastrophes naturelles les plus marquantes de l'histoire géologique, tant par la violence incroyable de l'événement que par les conséquences humaines et sociales dévastatrices qu'elle a engendrées. La ville de Saint-Pierre, autrefois prospère et considérée comme le Paris des Antilles, a été rayée de la carte en quelques minutes, emportant dans sa destruction plus de 30 000 âmes. Au-delà de la perte humaine, cette tragédie a mis en lumière l'ampleur de l'ignorance et de la négligence des autorités, qui malgré les signaux d'alerte et les précédentes éruptions, ont choisi de maintenir une posture d'inaction, privilégiant des considérations politiques et économiques sur la sécurité des habitants. Cette catastrophe n'a pas seulement marqué la fin de Saint-Pierre, elle a aussi ouvert la voie à une nouvelle compréhension des phénomènes volcaniques. Grâce aux observations faites sur place par des géologues et des scientifiques venus du monde entier, la volcanologie est ainsi devenue une science à part entière. Les recherches menées après l'éruption ont permis de mieux comprendre les dynamiques des nuées ardentes et des éruptions explosives, contribuant ainsi à la prévention et à la gestion des risques volcaniques dans les décennies suivantes. Aujourd'hui, plus d'un siècle après cette tragédie, Saint-Pierre porte encore les cicatrices de cet événement, mais elle s'efforce également de renaître grâce à la résilience et à la mémoire de son peuple. La ville est devenue un site de mémoire, un lieu où les ruines, les épaves sous-marines et les monuments commémoratifs rappellent aux générations présentes et futures la puissance dévastatrice de la nature. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo et de vous être plongé dans l'histoire de la montagne Pelée et de ses terribles conséquences. Cette catastrophe, bien que lointaine, reste une leçon d'humilité face aux forces de la nature et un appel à la vigilance collective. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions et à engager la conversation dans les commentaires avec d'autres membres de notre communauté YouTube. Et si cela vous a vraiment plu, de par l'ambiance, le montage ou les trésors d'archives de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains récits historiques de cette dernière. Quant à moi, je vous remercie encore de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle immersion dans le passé, sur votre chaîne d'histoire, Curious History.